1, 2, 1, 2. Oui. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Oh là là, vous êtes plein, c'est cool. Je suis Mimi de Mademoiselle, si vous ne me connaissez pas, et je suis avec Fab, fondateur de mademoiselle.com. Bonjour, installez-vous. Un excellent magazine que vous devriez aller lire sur Internet, car c'est le meilleur endroit. Et depuis 1 an, avec Fab, on a créé The Boys Club, qui est un podcast sur la masculinité. Et aujourd'hui, on reçoit Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. T'es serein, t'es détendu? Je suis assez détendu. Ok. Ouais. Étrangement. Peut-être que ça va se... Il dit ça, mais je vois un peu de peur dans ses yeux. On verra. J'ai préparé un petit speech, si jamais vous ne connaissez pas The Boys Club, ou même les sujets sur la masculinité, parce que peut-être vous vous demandez quel est l'intérêt de parler de masculinité, surtout quand on est, comme moi, une femme, donc a priori peu concernée par le sujet. Donc, je vais me lever pour faire le speech, et après je me rassois et on sera détente. Allons-y. Pourquoi parler de masculinité ? Simone de Beauvoir a écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a aussi écrit quelques années plus tard « On ne naît pas homme non plus, on le devient aussi ». Car en soi, la masculinité n'est pas différente de la féminité. C'est un ensemble de rôles et de comportements qu'on a assignés à un genre de façon plus ou moins arbitraire. Et déconstruire la féminité, c'est très vite devenu urgent pour les femmes, puisque ce qu'on leur a posé comme caractéristique les empêchait d'être des citoyennes, des personnes, d'avoir des droits. Du coup, c'était urgent pour les femmes, c'était une question souvent de vie ou de mort, de dire ce que vous pensez qu'est la féminité n'est pas vrai, et je mérite des droits, merci. Donc merci pour le droit de vote, tout ça, c'est sympa. Le lieu, en plus, le Palais des Papes, je pense historiquement n'était pas forcément pour le fait que les femmes soient des citoyennes, donc c'est une belle revanche sur la vie d'être ici. Et du côté des hommes, il n'y avait pas cette urgence, elle n'était pas ressentie à déconstruire la masculinité, donc tout ce qu'on appose à c'est quoi être un homme, elle était moins ressentie, alors qu'en soi, ça peut aussi être dangereux d'être un homme, puisqu'après, quand il y a la guerre, c'est vous qui y allez, et après, vous mourrez, et c'est dommage. Mais c'est le paradoxe de la virilité, c'est qu'un homme, un vrai, ça se plaint pas, donc ça va pas se plaindre de devoir être un homme, un vrai, sinon c'est pas un homme, un vrai, et la boucle est bouclée. Donc la masculinité commence à être remise en question, je suis clairement pas la première personne à avoir eu l'idée, j'aimerais bien, mais je pense qu'il y en a eu 2 ou 3 avant moi. Et en France, il n'y avait pas beaucoup de contenu sur le sujet, et il n'y en avait pas beaucoup qui étaient faits par des hommes, et du coup je me suis dit, les hommes vont le faire, ça va être bien, la parole des concernés c'est important, et j'ai attendu, et au bout de 2 ans je me suis dit, bon, je vais le faire. Allons-y, et du coup Fab a eu la gentillesse de créer The Boys Club avec moi. Le but c'est de faire un espace d'échange sur le sujet, donc ça sort tous les 15 jours, et à chaque fois c'est un invité. Aujourd'hui, c'est Patrick, qui nous parle de son rapport à son genre. Et du coup, ça permet une diversité de parcours et de rapport à qu'est-ce que ça veut dire, être un homme. Donc, c'est le premier Boys Club au Frames Festival, dans le Palais des Papes. Et je suis très contente d'accueillir Patrick. Oui, bravo. On peut l'applaudir. Patrick, ça veut dire quoi pour toi être un homme ? Alors j'ai fait exprès de ne pas préparer ma réponse pour que ce soit très spontané. Merci. Mais je savais que c'était la question d'ouverture. Et en fait, tout ce que je sais, moi, c'est ce qu'un homme est censé être en fonction des critères de la culture dans laquelle j'ai grandi. Donc un homme est censé être fort, courageux, il est censé subvenir aux besoins de sa famille, il est censé savoir bricoler, il est censé cacher ses émotions, pas pleurer. Enfin, en gros, je connais tous les clichés qui constituent l'image de l'homme dans notre société, mais en réalité, je sais pas ce qu'un homme réellement en dehors de ces clichés-là, de ces injonctions qui tendent à être de plus en plus obsolètes. Et c'est aussi pour ça que j'étais content que vous m'invitiez, parce que c'est pas forcément une question que je me suis beaucoup posée. J'ai pas forcément remis en question ma vision de ce qu'était un homme, de la masculinité. Et donc j'espère que je vais le découvrir en fait peut-être au fil de ce podcast. C'est souvent une forme de petite séance de psy pour les invités, donc c'est possible que tu découvres des choses. Ouais, sans doute. C'est quoi le modèle masculin avec lequel tu as grandi ? Est-ce que ton père était présent et quel genre d'homme c'est ? Est-ce que tu as des frères, etc. Alors, je suis fils unique et mon père était très présent.
Et je pense qu'il correspondait assez à l'archétype qu'on se fait d'un homme. Il a fait du rugby dans sa jeunesse, il a fait du foot. C'est un homme fort, viril, costaud. Donc il correspond vraiment à l'image qu'on se fait de l'homme masculin. Bon. Ce qui n'en fait pas pour autant un gros bourrin ou un bof. Hein. C'est juste qu'il correspond à cette image-là. Donc ça m'a sans doute conforté dans ce modèle. Et ensuite, en dehors de mon père, on parle des modèles, y compris culturels, ou on parle vraiment de l'entourage, comme je pense la plupart des hommes qui ont grandi dans les années 80-90. Mes modèles d'hommes, c'était les personnages de films d'action, c'était Rocky, c'était Rambo, c'était que des mecs musclés, forts, courageux. C'était les mecs qui, au bout de leur aventure, décrochaient la fille, quoi. C'est vraiment dans ça que j'ai été élevé. Et en fait, j'en ai pris conscience relativement tard, en réalité. Mais il y a un moment où j'ai eu un déclic, où je me suis dit, ok, j'ai vraiment grandi dans une société qui mettait ce modèle-là en valeur et qui était vraiment conçu pour moi, quoi, en tant qu'homme, blanc, hétérosexuel. J'ai eu ce déclic où je me suis dit vraiment tout est vraiment fait pour moi en réalité. Voilà, il suffit de voir les affiches de films, le fait que quand il n'y a que des hommes sur une affiche de film, ça ne nous surprend pas. Quand il n'y a que des femmes, on se dit ah tiens, c'est un film de femmes. Le fait que l'homme est l'humain par défaut, quoi. C'est ce que disait Simone de Beauvoir, quoi, le deuxième siècle, le deuxième sexe, le fait que l'homme est un humain et que la femme est une femme. Donc ça, c'est un truc qui m'a frappé, je pense, aux alentours de la vingtaine, entre 20 et 25 ans, où j'ai commencé à prendre conscience de ça et à remettre en question tous ces modèles, quoi, de me dire que ça se limitait peut-être pas à toutes les figures comme ça masculines avec lesquelles j'avais grandi, mais que ça pouvait être autre chose. Et voilà. Mais donc beaucoup de clichés de ce genre, ouais, m'entouraient. Mais alors, t'étais comment quand t'étais, on va dire, jeune adolescent ? Parce que justement, en rapport avec ton père et l'image que ton père pouvait donner. En fait, je pense que comme beaucoup de mecs, enfin comme beaucoup, pas comme la majorité en réalité, mais je pense qu'il y a pas mal de mecs qui ont grandi en se disant c'est bizarre parce que je m'intéresse pas forcément aux trucs auxquels je suis censé m'intéresser en tant que mec. C'est-à-dire j'ai jamais rien eu à foutre du foot par exemple, vraiment, ou des bagnoles ou du bricolage, il y a des tas de trucs, je me disais, dis donc, c'est bizarre, parce que je suis censé m'y intéresser en tant que garçon, pas du tout. Et puis il y a un moment où on se dit, d'accord, c'est totalement arbitraire de dire que, et c'est vraiment une construction culturelle, justement. Et donc ouais, je m'intéressais plus, j'en sais rien, à l'imaginaire, par exemple, ou au mystère du monde, par exemple, voilà, c'est à ces choses-là qui pourtant étaient le modèle dominant et qui intéressaient la plupart de mes potes. Donc j'étais peut-être un peu en décalage par rapport à ces trucs-là, quoi. Ouais. Et ton père, dont tu disais que c'était un sportif, ouais. Il vivait comment le fait que son fiston aille pas sur sa voie ? J'ai jamais eu aucune pression, d'aucune manière que ce soit, quoi. Que ce soit dans mes loisirs, dans mes centres d'intérêt, dans mes croyances. J'ai jamais eu la moindre pression, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. J'ai fait des tas de sports quand j'étais enfant, quand j'étais ado. J'ai même fait du foot d'ailleurs, hein. J'en ai fait. Hein. Mais parce que mes potes y allaient en fait. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre que vraiment ça m'intéressait pas. Après, j'ai fait des tas d'autres sports. Mais j'ai jamais eu de pression pour le faire en tout cas. Mon père donc il avait fait du rugby, il avait fait du foot, il avait même été champion de rugby à 13. À plusieurs reprises, il m'a dit je suis sûr que ça te plairait, tu devrais. Mais ça n'a jamais été une source de conflit. Voilà, il m'a toujours laissé très très libre. Donc j'ai jamais eu de pression pour me construire en tout cas. Voilà. Et au niveau du rapport aux autres, donc tu parlais du fait que tes potes faisaient du foot. Est-ce que tu avais que des potes garçons ? Est-ce que c'était plutôt mixte ? Ça pareil, c'est le genre de truc que j'ai réalisé sur le tard. Le fait que, par défaut, pour moi, les potes, les amis étaient des garçons. Et les filles, ça impliquait nécessairement une relation amoureuse, quoi.
Et c'est quelque chose que j'ai réalisé sur le tard. Je me suis dit, mais c'est quand même très con, enfin, je veux dire, de cloisonner les choses comme ça. Mais c'était comme ça, quoi, tout simplement. Il y avait cette séparation, ce cloisonnement fille-garçon. Et donc, je ne me posais pas la question. Et voilà, pareil, vers 20-25 ans, que je me suis dit, c'est quand même très très bête de cloisonner les humains comme ça. C'est se priver d'une moitié de l'humanité. Donc voilà. Ça a été quoi un peu tes déclics qui t'ont permis de t'amener à réfléchir ça, parce que ça te fait changer complètement la vision des choses, quoi. Le déclic, c'est de prendre conscience que une personne du sexe opposé n'est pas nécessairement un partenaire amoureux ou sexuel, mais un être humain avec qui on peut échanger des trucs. Et voilà, tout simplement, c'est très bête, hein, mais c'est. Oui, t'as pas eu des lectures ou des moments précis. J'aurais du mal à vraiment pointer un déclic précis. Je pense que ça s'est fait progressivement, quoi. Prise de conscience, et puis en rencontrant des gens, tout simplement, quoi. En rencontrant des gens intéressants, et en me disant, oui, cloisonner par genre, c'est vraiment, encore une fois, se priver d'une partie de l'humanité. Donc, heureusement, j'en suis sorti. Ouais. Et du coup, avant ce déclic-là, c'était quoi ton rapport aux meufs, aux femmes en général, qui du coup étaient forcément des potentiels partenaires amoureuses? C'était ça, c'est-à-dire que pendant l'adolescence, par exemple, les filles étaient d'abord pour moi des partenaires potentiels, amoureux ou sexuels, que des amis potentiels, par exemple. Mais en fait, c'était juste comme ça que ça se passait, quoi, tout simplement, à l'école. Du coup, je me posais pas la question. C'est comme ça que tout le monde fonctionnait. En fait, c'est quand je me suis extrait de ce système-là que j'ai commencé à réfléchir aux choses différemment. Mais que ce soit à l'école, au collège, au lycée, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc voilà, malheureusement, je passais énormément de temps avec des amis mecs. Et quand je passais du temps avec des filles, il y avait forcément une connotation amoureuse, sentimentale ou sexuelle, mais pas juste comme des potes potentiels, parce que ça se passait pas, c'était pas le modèle, quoi. Voilà. Est-ce que tu avais du succès avec les filles? Alors, c'est ce qu'on veut tous savoir. C'est un truc. Est-ce que t'as pécho? Est-ce que Patoche il pécho, en quoi. fait, j'étais vraiment pas sûr de moi jusqu'à assez tard. À l'école primaire, au collège, j'avais vraiment très peu de confiance en moi. J'avais aucun succès avec les filles parce que j'avais moi-même pas confiance du tout en mon potentiel de séduction. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est venu sur le tard. En fait, je pense que c'est arrivé au lycée. Au lycée, je pense que j'ai traversé une métamorphose aussi bien physique que mentale, et à partir de là... Tes poils ont poussé, c'est ça? De quoi? Tes poils ont poussé, mais on en reparlera plus tard. Ton corps change. C'est un ensemble, hein, mais puis il y a aussi le fait que, en fait, quand on passe du collège au lycée, on change complètement de système, et on change complètement d'entourage, et on peut parfois s'enfermer dans un rôle. Et du coup, tant qu'on est dans un même contexte, on a du mal à s'extraire du rôle qu'on a fabriqué. T'as changé de pote, c'est ça? Quand tu changes d'entourage, tu changes d'amis, les gens ont un regard neuf et frais sur toi. Tu peux te réinventer. Alors que quand tu es toujours entouré des mêmes personnes, pour moi, c'est un peu le risque d'ailleurs des bandes. Et c'est pour ça que j'ai toujours évité de m'enfermer dans des bandes ou des cercles d'amis, parce que très souvent, les gens se retrouvent enfermés dans un rôle, et ils ne peuvent pas s'en extraire. Et quand ils s'émancipent de ces bandes, parfois, ils découvrent qu'ils ont évolué en fait entre-temps, et qu'ils ne sont pas forcément la personne qui se forçait d'une certaine manière à rester au sein du groupe. Et donc, je pense que moi, quand je suis passé au lycée, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire que du coup, je pouvais me réinventer. Et il y avait donc des regards nouveaux sur moi, et donc j'ai gagné en confiance, et voilà, et les choses se sont débloquées doucement comme ça avec les filles. Mais
j'étais absolument pas un tombeur ou quoi que ce soit. Et puis en plus, j'ai toujours été plutôt un sentimental, donc j'étais vraiment pas du genre à enchaîner les conquêtes, donc vraiment, vraiment pas du tout. Mais disons que les choses se sont améliorées à partir du moment où j'ai changé de contexte scolaire et où j'ai pu me réinventer. Ouais. Tu parles du risque d'être dans des bandes, et c'est des choses que de précédents invités du Boys Club, notamment Le Pérave, avait mentionné, qu'en fait, dans sa bande de potes que de mecs, il a fini par se rendre compte qu'il n'y a pas forcément de bienveillance et d'entraide, et que c'est bizarrement assez superficiel, alors qu'ils ont un tatouage commun et tout. Enfin, ils sont hyper soudés, mais il me dit, je sais même pas ce qu'ils font dans la vie, en fait, parce qu'on n'en parle pas. Du coup, c'est quoi ton rapport aux autres mecs ? Alors, ça c'est vachement intéressant. J'ai vu ton œil briller d'un coup. Vachement intéressant, ça. Oui. Parce que il se trouve que au sein des groupes de mecs là comme ça, il y a souvent une culture de je te casse, tu me casses, je te vanne, machin. J'ai jamais supporté ce truc-là. Et encore aujourd'hui, quoi. Vraiment, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et j'ai toujours regretté le manque de bienveillance qu'il peut y avoir entre mecs. Je sais pas, moi, le simple fait, bon, je parle vraiment de jeunes mecs, quoi. J'ai des ados, le simple fait, de s'insulter gratuitement, de se vanner, de se casser, de s'interdire d'évoquer certains sujets ou de laisser filtrer une fragilité. Il y a des trucs bannis. Et c'est terrible. Et en fait, j'en souffrais déjà à cette époque-là. J'aimais pas du tout ça. Et je trouve que un des bons côtés de passer à l'âge adulte, c'est qu'enfin, on peut sortir de ça. Et moi, je suis vraiment très, très content des rapports amicaux que je peux avoir avec mes potes mecs aujourd'hui, parce qu'enfin, on peut être soi-même, quoi. Genre, c'est bon, on n'est pas obligé de s'enfermer dans des personnages de « je te casse, tu me casses, machin, on est viril, on est ci, on est là ». Et donc, voilà, j'ai jamais aimé ça. Et globalement, je trouve que c'est vraiment un truc qui est très cool dans le fait de vieillir et de devenir adulte, c'est qu'on peut se débarrasser de ça, qui est extrêmement toxique. Et malheureusement, à cause de ce phénomène de bande, il y a des gens qui continuent à évoluer là-dedans, parce qu'ils ont toujours resté dans ce rôle, et qui savent que quand ils vont se retrouver dans leur bande de potes, on va retomber dans ce truc de je te cache, je te vanne, je te machin, si tu parles de tel sujet, je vais me foutre de ta gueule. Et voilà, c'est un truc que j'ai toujours détesté. Et encore une fois, encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a quelqu'un... Parce qu'il y a des gens dont c'est le mode de fonctionnement, en fait. À travers une vanne ou quoi, ce qu'ils veulent dire, c'est je t'aime bien, t'es mon pote, je t'apprécie, mais ils ne savent pas l'exprimer autrement. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, et en général, quand ça arrive, je rentre juste pas dans le jeu, quoi. Parce que ça m'amuse pas, ça me plaît pas, et j'ai pas envie d'entretenir ce truc. Et moi, dans mon approche des relations humaines, dans l'idéal, on est tous les plus sympas possibles entre nous. Enfin, on essaye de se tirer vers le haut, de se soutenir. On est bienveillant, on est cool. Enfin, ça me paraît évident, en fait. Mais ça n'est pas forcément pour tout le monde, parce que c'est souvent une construction sociale dont on a du mal à se sortir. Et tu n'as jamais eu de moment dans ton adolescence où tu avais tendance à rentrer dans ce jeu-là, puisque c'est aussi, il y a une pression sociale aussi à y être. Si, bien sûr, ça a dû m'arriver, parce que voilà, quand tu es dans ce jeu-là, ça devient le mode de communication. Un truc très bête, hein, mais un détail. Souvent, quand on est à l'école, au collège par exemple, on s'appelle par nos noms, pas par nos prénoms. Ça peut sembler très bête. En tout cas, moi, ça passait comme ça, quoi. C'est facile parce que tu as 2 prénoms, donc. On t'appelle par ton nom, parce que je sais pas, il y a un certain côté. C'est moins intime, quoi. C'est moins intime, voilà. Et puis, il y a un petit côté, violent, un peu viriliste, genre, c'est un peu militaire, qu'on appelle par son nom. Et donc, du coup, voilà, quand c'est une habitude, quand tout le monde fait ça, forcément, tu te plies à ce truc. Mais ceci dit, beau, c'est cool, comme ça fait surnom, quoi, limite, tu vois. Oui, c'est surnom américain. C'est sûr, mais je trouve qu'au fond de ça, il y a ce petit côté, ne soyons pas trop intimes, gardons une distance comme ça, et ne tombons pas dans quelque chose qui pourrait s'avérer être super, en fait. On pourrait tout à coup s'apercevoir que c'est très chouette d'être gentil avec les autres, et donc donc bien sûr, fatalement, j'ai pu me comporter d'une manière qui me déplaisait
mais parce que il faut se fondre au sein du moule, quoi, et du groupe. Donc, ouais. Est-ce que du coup, parce que tu as commencé en disant que ton père, c'est un homme, un vrai, est-ce que tu as déjà eu des conversations profondes et intimes et sensibles avec ton père ? Sur ce type de sujet, ça a pu arriver. En tout cas, je me souviens pas qu'on soit. En fait, mon père, c'est bizarre d'en parler, hein, parce que c'est rare, hein, finalement. Mais c'est plutôt un taiseux. En fait, son père lui-même était un ultra taiseux. Du genre, on montre pas ses sentiments du tout, impossible. Et mon père avait un peu de ça. Enfin, je dis avait, il est toujours là, heureusement, mais quand je dis il avait, c'est parce qu'il a changé un peu. Dans le sens où il considérait que le fait qu'on s'aime était acquis. C'est pas la peine de se le dire. Si on sait qu'on s'aime, on sait que voilà, si t'as un problème, je suis là, machin. C'est pas la peine qu'on se le dise. Et en fait, on a déjà parlé du fait que son père était comme ça, et que lui n'était pas obligé d'être son père. Il pouvait sortir de ça, s'émanciper de ça. Quand j'y pense, on a eu quand même des conversations qui tournent autour de ça, il n'y a pas si longtemps, sur le fait que, par exemple, mon père, il ne peut pas s'empêcher d'abord pointer des choses qui lui semblent négatives avant de me faire des compliments sur tout ce que je peux faire, par exemple. Il me dit, ah oui, je ne sais pas, que ce soit sur un bouquin, sur une vidéo, il va d'abord dire, ah mais ça, t'es sûr que, ou ah bah ça, je suis pas sûr, machin, je l'aurais pas dit comme ça. Et une fois, je lui dis, mais une fois, il y a 1 an ou 2, je lui dis, mais tu réalises que c'est systématique, parce que systématiquement, tu commences par me faire des observations négatives et que c'est désagréable, en fait, pour moi. C'est pas cool. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te limites à ce mode d'expression-là, alors que je sais qu'à côté de ça, il est hyper fier, il passe son temps à parler de moi. Enfin, c'est ma mère qui me le dit, ça. Hein. Oui, bien sûr. Il n'y a que toi, quoi. Il saoule les gens avec toi, donc je sais. mais c'est pas un truc qui me dit. Moi, quand il me voit, il me parle des trucs que moi je considère comme plutôt négatifs, mais c'est plutôt de la critique, quoi. Et donc j'avais dit ça. Et c'est marrant parce qu'il m'avait dit un truc qui témoignait de son recul sur lui-même en tant que père, quoi. Il m'avait dit, mais c'est parce que comme je suis ton père, je veux toujours avoir un rapport avec toi de professeur, un peu, enfin de correcteur. Genre, sinon, à quoi je servirais, quoi ? Si je pouvais pas te guider, t'aiguiller, à quoi je servirais ? Mais je lui dis, mais tu peux juste me dire que ça te plaît. Franchement, moi, je serais ravi. Et donc, par rapport à ça, il a évolué. Et c'est cool, hein, parce que il a maintenant 72 ans. Et donc, sur le tard, il a su évoluer là-dessus. Et maintenant, il a plus de facilité à me dire qu'il aime ce que je fais, si c'est le cas, quoi. Et ça me fait plaisir de voir que même à cet âge-là, on peut continuer à changer, à évoluer. On n'est pas obligé de s'enfermer. Tu as déjà vu pleurer ton père, par exemple ? Ouais, c'est arrivé. C'est rare, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui garde tout. Mais oui, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé, mais ça reste vraiment des événements rarissimes. Et par rapport à ça, moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaie de pas suivre, hein, surtout cette voie-là, on garde tout. C'était valable pour la colère aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui a toujours eu tendance à garder la colère en soi et à faire exploser tout ça, une fois que le point de saturation a été atteint. Et en fait, c'est un modèle que j'ai suivi inconsciemment, en fait, c'est-à-dire sans me le formuler. J'ai longtemps considéré que c'était OK de garder de la colère, de laisser accumuler une colère et d'exploser. Parce que pour moi, c'était le modèle que j'avais, donc c'était un comportement acceptable. Ce qui veut dire qu'il m'est arrivé de rentrer dans des colères terribles et d'aller au conflit physique avec des personnes qui m'emmerdaient, en fait. Plutôt que d'essayer de désamorcer le truc et de dire dès le départ que ça n'allait pas, de verbaliser le problème, je gardais, je laissais monter parce que je connaissais le mécanisme. Je sais qu'à un moment donné, je vais atteindre la limite et je vais libérer le truc en mode Super Saiyan un peu. Et c'est cool parce que j'ai toujours vu mon père fonctionner. Je dis pas, ça lui arrive pas toutes les semaines, hein. Au contraire, justement. C'est vraiment le genre, il faut y aller. Et une fois qu'il est parti, il est parti. Et pour moi,
comme c'était le modèle auquel j'avais assisté, c'était quelque chose de cool, jusqu'à ce que je comprenne, ça aussi sur le tard, que c'est jamais cool de se laisser emporter par sa colère, parce qu'on regrette toujours. C'est toujours une défaite, en fait. De se laisser aller à sa colère et à sa furie, c'est toujours une défaite, c'est toujours un échec. Et ça, je l'ai compris sur le tard. Et en fait, la vraie force, c'est justement de réussir à dominer ça et à rester calme, à rester dans la rationalité plutôt que dans l'animalité. Mais voilà, comme encore une fois, c'était un modèle auquel j'avais assisté pendant toute mon enfance, c'était OK de laisser sortir l'animal, quoi. Et donc là aussi, sur ce point-là, j'ai changé de vision. Ouais. T'étais dans la bagarre, alors tu dis que t'es oui. cogné, Bah, en fait, quand j'étais ado, ça m'est arrivé. Alors, en fait, ça aussi, c'est un truc qui a changé par rapport à mon enfance. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais un enfant plutôt craintif, plutôt timide. Donc j'étais vraiment beaucoup dans un monde intérieur. J'étais enfant unique, donc évidemment je jouais énormément seul, j'imaginais des tas d'univers, des tas d'histoires. Bon. Et donc j'avais plutôt tendance à être de côté, à être isolé à l'école. Et donc j'étais un enfant assez craintif. Quand je dis craintif, c'était par rapport aux bullies qu'on peut trouver dans toutes les écoles, tu vois. Bon, voilà. Et un jour, je me rappelle très nettement d'un déclic. Par contre, c'était en CE2 ou un truc comme ça, CE2, CM1, je pense, donc j'étais très jeune, genre 7 ans, 8 ans. Un jour, je me suis dit, je vois pas pourquoi je continuerais à accepter que certaines personnes puissent impunément se défouler sur d'autres personnes ou agresser d'autres personnes. Et c'est comme s'il y avait une sorte de système là, inéluctable, avec des victimes, des bourreaux. Et je me rappelle très nettement d'un déclic où je me suis dit, ce truc est terminé. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais laissé passer ça, quoi. Et du coup, j'ai commencé à me battre beaucoup. Parce que dès que j'avais des provocations, je rentrais dedans direct. Et du coup, après, c'est moi qu'on craignait. Et ça, c'est un sentiment qui est assez galvanisant, quoi. Et donc après, j'ai dû le gérer, parce qu'on prend goût assez rapidement à ce genre de truc-là. Et voilà, donc ça, je l'ai géré, mais jusqu'au lycée, je pense. Pour moi, la violence physique était une solution envisageable et acceptable à l'issue d'un conflit, quoi. C'était genre, OK, si on doit en arriver là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire même, allons-y, quoi. J'attends. Et voilà. Viens. Et voilà. J'ai l'impression de découvrir un Dark Patrick. C'est ça. C'est clair. Mais c'était. Putain, Patoche, c'était plutôt ado, quoi. Mais ça venait quand même d'un traumatisme, hein, du genre, je vois pas pourquoi d'autres m'emmerderaient et pourquoi je me laisserais marcher sur les pieds, quoi. Et c'est aussi une époque. Donc je parlais de transformation tout à l'heure. C'est une époque au collège où j'ai commencé à me développer physiquement, où j'ai commencé à faire du sport, à lever des poids, machin, où j'ai changé de corps. Et du coup, on se sent forcément capable d'assumer un conflit physique. Et voilà, bon, maintenant ça fait bien longtemps que je ne me suis pas battu. Mais, on va pas t'embrouiller. Ouais, mais en tout cas, oui, pendant longtemps, ça faisait partie de mon arsenal personnel, quoi. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Ouais. Ouais. On a beaucoup parlé de ton père et je me demandais quel rôle ta mère a joué dans l'homme que tu es devenu et qui est quand même assez différent de ton père au final. Ouais. Et j'ai vraiment eu, j'ai toujours, hein, encore une fois, la mère la plus aimante possible. Pareil, je suis son fils unique, donc elle a toujours tout fait pour que tout aille bien, et même avec le recul, peut-être trop. Elle m'a vraiment beaucoup trop couvé. Et ça, c'est le genre de truc qui a des conséquences à l'âge adulte. C'est-à-dire quand on a trop été couvé, trop été protégé, quand on a toujours tout fait pour toi avant même que tu aies le temps de demander, et que
tu te retrouves seul à l'âge adulte, bah, tu te sens un peu parfois désemparé. Genre, ah merde, alors comment je vais m'en sortir? C'est pas ma mère avec moi pour me faire mon lit, pour me faire à manger, pour faire ci, pour faire ça. J'allais dire, est-ce que tu étais un de ces jeunes mecs qui savent pas faire tourner un lave-linge et qui savent pas faire des pompes? Complètement. Je juge pas, je demande. Mais à 100%, vraiment à fond. J'étais vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment ma mère faisait tout. Et du coup, il y a un moment où j'ai réalisé qu'en fait, ça m'avait desservi, ça. Parce qu'il n'y avait aucune raison que ce soit le cas, mais c'était juste son modèle de fonctionnement, parce qu'elle-même répétait un schéma familial. Parce qu'elle-même, ses parents, à elle, il y avait un rapport de domination à l'extrême entre son père et sa mère, où sa mère, donc ma grand-mère, a toujours été extrêmement soumise à mon grand-père, et c'était sa bonne en gros, quoi. Et c'est pas du tout le rapport qu'ont mes parents, mais en tout cas, c'est quand même en partie le rôle que ma mère s'est imposé à elle-même, quoi. Et donc voilà, et du coup, j'étais exactement ce genre de gars qui, quand il se retrouve seul, il est foutu. Je peux pas faire une machine, je peux rien faire. Donc j'ai appris avec le temps, mais voilà, j'ai toujours été très couvé. Et il y a aussi un truc que je veux dire par rapport à ça, par rapport aux parents, le fait que comme j'ai grandi dans ce modèle-là, je pensais vaguement, sans trop y réfléchir, sans trop le formaliser, je pensais vaguement et naïvement que j'avais un modèle normal et classique. C'est-à-dire que la famille dans laquelle les parents sont soudés, sont aimants, te soutiennent, machin. Pour moi, c'était normal. Et puis, en vieillissant et en discutant, j'ai réalisé à quel point c'est rarissime. Ça n'arrive jamais. Donc maintenant, j'ai conscience de ma chance et je réalise que le modèle dominant, c'est plutôt le modèle dysfonctionnel, quoi, où il y a des problèmes, soit avec la mère, soit avec le père, soit avec les deux. Voilà. Donc, je réalise maintenant, ça fait quand même pas mal d'années, que j'ai toujours beaucoup de chance d'avoir ces parents-là qui sont très aimants et qui m'ont toujours laissé le temps de faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Je pense que je ferais pas du tout ce que je fais aujourd'hui si mes parents m'avaient pas laissé le temps de trouver ma voie, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi. Je pense que s'ils m'avaient foutu dehors à 20 ans en me disant maintenant démerde-toi, j'aurais sans doute un boulot alimentaire, et voilà. Et ils m'ont laissé, je suis parti de chez moi à 26 ans. Et donc ils m'ont laissé jusqu'à 26 ans trouver le temps. Tu savais toujours pas faire une lessive? Mais que là, vraiment. Je faisais rien. Mais c'est pas tant parce que je voulais pas, hein, c'est parce que ma mère ne me laissait pas faire, quoi. Et même si j'avais des fois des velléités de ménage, par exemple, c'était mort parce que c'est son job, quoi. Et surtout, je faisais pas comme il fallait de toute façon. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et dans tes relations amoureuses adultes, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit, merde, il faut pas que je reproduise le côté c'est la femme qui fait tout à la maison? Oui, bien sûr, oui. Carrément, j'étais vraiment très conscient de ça. Et donc, aujourd'hui, dans mon couple, il y a une répartition des tâches. Et puis, en fait, disons qu'il y a ce truc de charge mentale qui est fondamental, quoi. L'idée que si tu vois un truc qui traîne, si tu vois des assiettes sales ou machin, tu le fais, en fait. Il faut pas... Parce que ça aussi, pendant longtemps, dans ma première longue histoire, j'avais encore ce truc de... Mais c'était assez inconscient. Je vois des trucs qui traînent, je vois des assiettes, je vois des choses à ranger, je le fais pas, parce que quelqu'un d'autre va le faire. Ça finira par être fait, grâce aux petits lutins qui vivent dans les appartements. Parce que pendant 25 ans de ma vie, c'est comme ça que ça marchait, ça se faisait. Donc il y a un peu ça qui reste. Genre, non, je vais pas le faire, quelqu'un d'autre le fera. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, mais finalement, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait, en fait? Au nom de quoi quelqu'un d'autre le ferait? Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à changer là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que, oui, il y a une vraie répartition des tâches, dans le sens où, quand on voit un truc qui doit être fait, on le fait. Alors après, il y a parfois peut-être des tâches qui sont faites plus fréquemment par l'un ou l'autre. Mais sinon, oui, clairement, on n'est pas du tout dans ce modèle où l'un doit se taper tout et l'autre regarder et attendre. Pas du tout. Ouais. Tant mieux. C'est pas facile, tu sais, quand t'as été élevé là-dedans pendant 25 ans. T'as eu, toi, un déclic à un moment donné ou c'est... Parce que le débat sur la charge mentale, il date d'il y a, 3-4 ans peut-être. Ouais, alors la BD de Emma qui a pas mal lancé le débat, c'était il y a 2 ans, je pense. Oui, clairement, ça a aidé. Mais très souvent, les mots, le fait de conceptualiser,
aide à prendre conscience d'un truc qui a toujours été là. Et puis tout à coup, on met des mots, et tu dis, ah oui, c'est ça, c'est ce truc où l'autre personne doit garder dans son coin de sa tête la gestion du quotidien, des vacances, de ci, et voilà. Et donc, une fois qu'on a clairement conscience de ça et qu'on réalise que c'est pas acceptable, on essaie de changer ça, de prendre sa part. Est-ce que tu as essayé d'en parler avec les hommes autour de toi, de répondre un peu à la petite graine mentale par rapport à la charge mentale ? Ce que tu veux. Enfin, en fait, par rapport à tout ce qui est socialement considéré comme ça, c'est plutôt le truc des mecs et ça, c'est plutôt le truc des femmes. J'ai l'impression que toi, tu as pas mal dépassé ça et compris que au pire, on fait ce qu'on veut et tout le monde est des personnes. Ouais. Mais est-ce que tu as ce rôle-là auprès d'autres hommes dans ta vie ? C'est vraiment un truc dont je parle très peu avec mes amis hommes, mais sans doute aussi parce que j'ai la chance d'avoir des amis hommes très cool en général, et donc je pense que pour la plupart, ils ont aussi cette vision-là, quoi. C'est très rare, à part, je sais pas moi, dans des repas de famille, que je sois amené à discuter avec des hommes qui n'ont vraiment rien en commun avec ma vision, avec mon fonctionnement. Et en général, quand ça arrive, ça, quand je suis confronté à quelqu'un qui n'est pas un ami, mais avec qui je suis amené à discuter parce que, voilà, un événement familial ou quoi, j'essaie pas du tout, je suis pas du tout le genre à essayer de convaincre ou d'amener mon modèle ou quoi. J'ai plutôt tendance à laisser parler et à penser intérieurement, bon, ok, on n'a pas du tout la même vision ou le même modèle, mais j'ai rarement l'occasion de parler de ça de façon pédagogique, quoi. Genre, ce serait bien que... Mais c'est un truc qui se retrouve aussi, par exemple, dans le fait que je mange pas de viande, mais que j'en parle jamais, et que j'ai jamais de comportement prosélyte, en fait. Parce que je suis convaincu que l'exemple est souvent plus parlant que le militantisme personnel, parce que ça a plutôt tendance à braquer les gens et à braquer les amis, alors que le fait de juste le vivre et montrer que c'est ok et que tout va bien, ça a tendance à faciliter les déclics. Mais tu fais partie de mes déclics, moi. Je suis végé depuis bientôt 3 ans, et tu m'as pas fait de prosélytisme, parce qu'effectivement, c'est le genre de discours que je déteste. Ouais. Mais en revanche, en discutant, tu vois, tu m'as vraiment amené à d'autres points de vue. Je dis, ah oui, ok, d'accord. Mais tu étais déjà dans la démarche. C'est peut-être sans doute pour ça qu'on en a parlé, non ? Peut-être que tu avais des questions sur... Je mangeais vraiment beaucoup de steak. Je n'étais pas dans une... Tu te souviens de pourquoi on avait parlé de ça ? Parce que c'est jamais moi, en général, qui amène ce sujet-là. C'est très possible. Peut-être je t'ai posé des questions, je sais plus, mais effectivement, tu as eu un discours qui était hyper, en général, pédagogique, quoi. C'est souvent des gens qui réfléchissent, qui y pensent, qui me posent la question et qui me disent toi, c'est quoi qui a fait que... Et donc là, j'explique que... ça a été une prise de conscience progressive et que voilà, par le biais de certains bouquins, certains discours, j'ai réalisé certaines choses, etc. Mais oui, c'est jamais moi, en tout cas à ma connaissance, qui entame le truc. Ouais. Je voulais te parler aussi de rapport au corps, parce que donc, dans les dernières années, je pense que c'est quand tu es devenu végé, tu as eu une perte de poids assez rapide. C'est pas quand je suis devenu végé. Non, c'était vraiment. Ça n'a rien changé, ça. C'est l'été dernier, c'est ça ? Enfin, l'été d'avant, en fait. Ouais. Alors, en fait, oui, l'été dernier. Ouais, c'est ça, c'est l'été 2017. Ouais. On avait loué une maison avec des amis. Et il y avait une piscine, c'était l'été. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et quand je me suis vu sur ces photos et ces vidéos, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Vraiment. Je me suis dit, c'est pas du tout l'image mentale que j'ai de moi-même. Et en fait, moi, j'étais resté dans l'image mentale, enfin, dans l'aspect que j'avais au début de ma vingtaine, en fait. C'était ça qui s'était ancré dans ma tête. Et puis, à partir de ça, d'ailleurs, à partir de 25 ans, je pense, j'ai commencé à faire un peu le yo-yo, parce que j'ai jamais fait gaffe du tout jusqu'à à peu près 25 ans. Ça, je bouffais n'importe quoi et je grossissais pas. La vie des mecs, hein. Voilà, les mecs. Et, la testostérone. Ah là là. Voilà. Et donc, à partir de 25-26, là, j'ai commencé à prendre du poids. Et puis, j'ai eu une première fois où je me suis aperçu qu'il fallait que je perde, où j'ai fait un régime, j'ai perdu. Mais c'était vraiment la pire approche, parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, je vais faire un régime, comme ça, quand je serai reperdu, je pourrais rebouffer comme un salaud. Et c'est exactement ce qui s'est passé, d'ailleurs. Malin. Donc, j'ai rebouffé, j'ai repris.
Bref, ça fait un peu yo-yo comme ça. Et donc l'été dernier, il y a eu ce truc où il y a eu vraiment un déclic très important où je me suis dit, je vais vraiment prendre les choses en main parce que vraiment, je ne m'aime plus comme ça. Et puis en plus, non seulement je ne correspondais pas à l'image que j'avais de moi-même dans ma tête, mais je me sentais pas bien dans mon corps, mais c'était pas cool du tout, quoi. Et ça a été le déclic suffisant pour vraiment me faire agir, parce qu'en fait c'est un truc que j'avais en tête de temps en temps, du genre bon, il faudrait que je fasse gaffe, machin, mais un truc qui tient pas 10 minutes. Et là, ça a été vraiment spartiate, c'est-à-dire que du jour au lendemain, donc j'ai vraiment arrêté totalement le sucre, la graisse. Parce que oui, par rapport à ce que tu disais sur le végétarisme, il y a peut-être une idée reçue là-dessus, quand on est végétarien on maigrit, mais vraiment pas, parce qu'on peut vraiment bouffer aussi salement avec ou sans la viande, raclette quoi. c'est végétarien, hein. Voilà. Et puis même tout ce qui est sucré, quoi, tout simplement, les gâteaux, les machins, bon. Et donc voilà, donc j'ai arrêté vraiment radicalement tout ce qui était sucre en dehors des fruits, tout ce qui était gras. J'ai changé ma façon de manger complètement, et surtout je l'ai fait dans une optique différente des fois précédentes. C'est-à-dire que là, pour moi, c'était pas un régime genre je vais perdre et après je reboufferai. C'est je vais changer de façon de vivre parce que je veux plus jamais voilà, me regarder et me dire j'aime pas ce que je suis devenu, quoi. Et donc je me suis mis aussi au cardio de façon intensive, parce que je faisais du sport, mais c'était plutôt de la musculation, des levées de poids, des machins, des trucs comme ça. Mais là, je me suis mis vraiment au cardio intensif tous les jours, et ça a duré, je sais pas, 3-4 mois. Il a fallu attendre à peu près 3-4 mois avant que ça se voit vraiment. Et après, ça s'est vu beaucoup d'un seul coup. Et je pense qu'au total, j'ai perdu donc de août 2017 à janvier 2018, j'ai dû perdre, non, ça fait quoi? Ça fait 6 mois à peu près. J'ai dû perdre environ 16 à 17 kilos facile. Waouh. Voilà. Bon, et là, depuis, j'ai repris un peu, mais ça va. Je suis dans une bonne fourchette, quoi, parce que j'avais vraiment trop perdu. En fait, j'avais atteint un poids que je n'avais pas fait depuis le lycée, genre. C'était fou. C'était vraiment ouf. C'est-à-dire que j'avais quasiment aucune photo de moi où j'étais plus mince que ce que j'étais devenu. Toutes les autres photos, c'était trop vieux, quoi. Et du coup, c'était une satisfaction totale, en fait, d'avoir pu déjà reprendre le contrôle à ce point, et puis se sentir bien. Ça change tout. On se sent plus beau, on se sent plus confiant, machin. Et du coup, évidemment, le piège, c'est de se dire bon, maintenant c'est cool, j'ai de la marge, je peux un peu faire des écarts. Donc bim, on reprend un poil, et donc là, donc du coup, je refais à nouveau très gaffe pour pas glisser là-dedans. Mais voilà, c'est pas du tout lié, en tout cas, au végétarisme, non. Est-ce que tu as l'impression que le regard des autres sur toi, il a changé, parce que c'est quand même 17 kilos, c'est pas mal, quoi, ça se voit. Je peux pas le dire. Enfin, tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, au moment vraiment où c'était très important, où c'était vraiment flagrant, j'avais beaucoup de gens qui étaient surpris quand ils m'avaient pas vu depuis quelques temps. Ils disaient, putain, c'est incroyable et tout, machin, quoi. Maintenant, je sais pas. Du coup, ça commence à faire pas mal de temps maintenant que j'ai eu cette transformation vraiment. Et donc du coup, c'est devenu normal. Mais je pourrais pas dire, quoi. Puis il y a aussi le fait que j'ai un boulot qui m'amène à me montrer, notamment en vidéo, et donc j'avais aussi envie par rapport à ça d'être entre guillemets la version de moi-même qui me plaisait le plus, quoi, tout simplement. Donc je pense que j'ai perdu juste avant d'entamer la nouvelle série d'Étrange Escale, et je me disais bon, là ça va être une série vachement importante sur la chaîne, ça va être le plus gros projet que j'ai eu, et j'ai envie dans ces vidéos-là de bien m'aimer, quoi. Et aujourd'hui, quand je regarde certaines des premières vidéos de la chaîne, je suis à 2 doigts de les effacer, vraiment. Je me dis parce que j'ai du mal à me voir, et voilà. J'espère que tu vas pas les effacer. Non, je sais pas. C'est dommage. On arrive gentiment à la fin du temps qui nous est imparti. 1 heure déjà, là? Il est 13h30. Wow. On y arrive. Et on ne voudrait pas partir sans poser la question que tout le monde attend, j'espère, la foule en délire. Cher Patrick, comment va ta bite?
Franchement, ça va très bien, mais ça dépend de ce dont on parle en même temps. Mais si on parle d'un point de vue de santé, tout va très bien. Alors il faut savoir, petite coulisse, hein, c'est que quand j'ai fait Patrick a jamais écouté The Boys Club, et quand j'ai fait l'une de mes premières stories pour dire on va parler de la tub à Patoche au Frames, il m'a envoyé un message en me disant est-ce qu'il faut littéralement que je parle de ma bite? C'est marrant, mais sérieux ou pas? Donc tu racontes ce que tu veux sur ton zizi. Qu'est-ce que je peux raconter Si vous avez un souvenir, une anecdote, un voyage peut-être ensemble. Petite branlette entre potes ou pas? Ah oui, branlette entre potes, parce que t'es trop bon. J'ai jamais eu ça, non. Ça, non. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème particulier. Mais il y a aussi un truc par rapport à ça, c'est que on peut jamais vraiment savoir, quoique si maintenant avec la facilité d'accès du porno, en tant qu'homme, on peut voir de plus en plus de bites, sans doute plus que jamais dans l'histoire. C'est sûr. Mais en même temps, on a de la chance quand même. Mais ça reste un exemple extrêmement peu représentatif, quoi. Si on se base que là-dessus, c'est pas du tout, voilà. Mais en dehors de ça, à moins que on fasse des sports collectifs et qu'on aille dans des vestiaires, on a peu l'occasion de voir la bite des copains, voilà. Et donc on sait jamais trop si c'est normal. C'est pour ça que c'est l'obsession des mecs. Hein. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est assez long? Est-ce que c'est assez machin? Donc c'est toujours l'obsession parce qu'on sait pas en fait. Et c'est rare de poser la question autour de soi. Fais voir un peu histoire que je sache que. Donc en fait on entretient une espèce de fantasme mental personnel en se disant je pense qu'a priori ça doit aller, tout va bien. Et puis c'est pour ça que c'est, pour les mecs en tout cas, c'est vachement réconfortant de lire toutes les études qui disent mais rassurez-vous, la moyenne c'est ça, donc il y a de fortes chances que ce soit ok. Donc là c'est vrai que ça aide mine de rien parce qu'on se dit ça va, alors tout va bien. Mais sinon, j'ai jamais eu de. Je sais pas le genre de réponse que vous avez d'habitude. S'il y a des gens qui ont un rapport extrêmement difficile. On a vraiment eu de tout, oui. Ouais. Alors, le rapport le plus difficile qu'on a eu, c'est quand même un épisode avec Aurélien Fernandez qui a eu une blessure au frein et qui a. On est sur un bail de. Je pense que ça doit être la réaction de à peu près tous les mecs de la salle. 1h30 de ça. Moi, j'étais en face, j'étais là. Putain. Il y a des points de suture, si tu veux, il y a tout. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un épisode spécial. Il parle vraiment de ça pendant 1h30 de je saigne, ok, maintenant. Terrible. C'est un grand moment. Et sinon, on a plein. C'est vraiment comme la question est vaste. Okay. Il y a des gens qui parlent de taille, il y a des gens qui parlent de porno, il y a des gens qui parlent de vestiaire et de sport collectif. Moi, j'ai appris, j'ai vu des kilomètres de bites, moi, vraiment, grâce au basket. Et tu vois, par exemple, le vestiaire, c'est cool, quoi. C'est l'un des trucs cool du sport. Ouais, non mais c'est vrai, bien sûr. Bien sûr. Enfin, ça dépend pour qui, cela dit, parce que si tout va bien, si t'es dans la moyenne, c'est réconfortant, effectivement. Mais si c'est pas le cas, là, par contre, ça peut être plus compliqué, quoi. Tu peux dire, merde, dis donc, manifestement, je suis pas comme les autres, quoi. Mais donc, perso, j'ai jamais eu de soucis de ce genre, jamais eu de problème de santé par rapport à ça, et je suis plutôt content. Donc voilà, je ne m'étalerai pas davantage, mais non, ça va plutôt bien. Je vais pas te demander le chiffre, promis, mais est-ce que tu as déjà mesuré? Parce qu'en fait, pour être rassuré par les études, mais alors là, faut savoir. Clairement, mais t'es obligé. Je pense qu'il n'y a aucun mec honnête, en tout cas, qui pourrait affirmer qu'il n'a jamais mesuré sa bite. Je veux dire, ça n'existe pas. Ça, il faut vraiment. Est-ce que j'ai envie de vous faire chier un peu. Est-ce qu'il y a un gars qui peut lever la main et dire honnêtement, j'ai jamais mesuré ma bite dans le public? Ou est-ce que Patrick a raison? Et surtout, c'est après comment tu mesures ta bite, c'est-à-dire tu démarres où, etc. Ah oui, c'est ça aussi. Ah oui, comment vous faites? C'est des techniques, tu vois. Est-ce que vous avez un maître de couture là piqué à votre daronne et vous allez à la racine des poils? C'est ça, j'ai dû tester avec tout un panel d'outils au fil des années. Un rapporteur et tout. Voilà, mais franchement, il y a très peu de variations. Hein. Genre, parfois, on fait ça histoire d'essayer de gratter. Mais tu gagnes un demi-centimètre, t'es content. C'est très. Ouais. Et puis il y a aussi la technique de tu enfonces un peu dans le gras au-dessus pour voir si tu peux gagner quelques. Bon, généralement, ça rajoute pas 10 cm. Voilà.
Mais il y a aussi la prise de conscience que, de toute façon, quelle que soit la taille, il y a aussi la façon dont fonctionne le plaisir féminin, pour les garçons hétérosexuels. Il y a ce truc d'associer forcément la taille au plaisir. Et heureusement que depuis pas mal d'années, il y a beaucoup d'éducation autour de ça, notamment chez vous, hein, pour qu'on dissocie nécessairement ces trucs-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui peuvent complexer là-dessus et se dire « Putain, je pourrais jamais assurer parce que j'ai pas une bite comme je vois dans les films porno, etc. » Et qui peuvent comprendre, notamment grâce à des médias comme vous, que c'est pas ce que recherchent les partenaires. Voilà. Donc c'est bien aussi d'en parler de ça. Merci beaucoup, Patrick, Merci à c'était vous. super, vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci Patrick. C'est cool. Merci d'être venu. C'est jamais facile pour les invités du Boys Club de venir. T'es un précurseur, tu sais, de venir parler de Oui, et puis en masculinité aussi public, en ouvertement. plus, il n'y a que toi pour l'instant qui a eu ton épisode en public. Et trop c'était bien. un lieu un peu moins drama, on va dire. Parce que c'était un amphi de fac. Voilà, un petit amphi. Mais franchement, c'est une chouette expérience et je précise que j'ai été vraiment totalement sincère, quoi. Tout ce que j'ai dit là, c'était vraiment. Je n'en réel. doute Il n'y pas avait pas de une seconde. calcul. C'est vraiment. Pourquoi tu dis parce ça Parce que j'imagine que sur ces questions-là, on peut être tenté, pour certains invités, de donner des réponses qui correspondent à l'image qu'on voudrait renvoyer, quoi. Mais là. En tout cas, tout ce que j'ai pu dire là était vraiment sincère et réel. On n'en a pas J'ai douté, voulu mais- jouer le jeu à fond, quoi. Donc, Top vulnérabilité pour Patoche. bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Merci. Bon Frames. Merci. Merci infiniment à toi qui as écouté cet épisode de The Boys Club. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, idéalement, et un commentaire au podcast sur iTunes. Ça l'aidera à être mieux référencé, et du coup, il y a plus de gens qui vont écouter The Boys Club, et la vie sera plus douce. Si tu es sur YouTube, c'est la même histoire. Tu peux mettre un pouce bleu et réagir en commentaire, me poser des questions, me dire ce que tu en as pensé et qui tu aimerais voir dans de futurs épisodes. Porte-toi bien, je t'embrasse.